Je voudrais m'acquitter d'une dette qui consiste à remercier les Nations Unies qui sont présentes sous diverses manières en République centrafricaine pour aider notre pays à sortir d'une situation difficile. L'experte venait de dire que ces violences doivent cesser. La plateforme est née suite aux violences déclenchées, utilisées comme mode opératoire pour la conquête du pouvoir. Et la fibre religieuse a été instrumentalisée. Or, dans l'histoire de notre pays, jamais les musulmans et les chrétiens se sont opposés pour s'entretuer. Voilà pourquoi, unanimement, le pasteur, président des alliances évangéliques, l'imam, président de la communauté islamique et moi-même, président de la conférence épiscopale, nous nous sommes mis ensemble pour dire non à la violence. Nos religions ne prônent pas la violence, bien au contraire la fraternité, l'unité. En aucun cas, dans nos livres sacrés, il est question de tuer, il est question de détruire, il est question de démolir. Et nous ne pouvons pas accepter que les gens manipulent la religion à d'autres fins. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour dénoncer, annoncer ce que nos ancêtres nous ont légué. C'est-à-dire, dans la devise centrafricaine, on parle de l'unité. Et cette unité, c'est dans la diversité. Il y a plusieurs couches, plusieurs religions, plusieurs ethnies, mais tous, nous sommes centrafricains. Pour ne pas dire, nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi nous devons plutôt défendre l'être humain au lieu de défendre quelqu'un de ma communauté pour faire un repli communautaire. Ensemble, nous avons dénoncé, ensemble, nous avons parcouru le pays pour dire à ceux qui ont pris des armes que cette voie est une impasse. Car pour construire un pays, nous avons besoin de nous retrouver pour dialoguer, exprimer nos frustrations, accepter l'autre. En même temps aussi, engager une tolérance. Or, ce qu'on voyait à l'époque ne nous incitait pas à croire que ce que les gens veulent mettre en place va rassembler les gens. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons refusé, en allant à la rencontre des gens. Et vous le savez, nous, les hommes de la religion, nous avons comme arme la parole de Dieu. Nous n'avons pas on n'a pas d'autres munitions. On n'a pas des armes, d'autres armes. Nous nous adressons à des consciences. Plusieurs fois, certains se demandent, certes, pourquoi voyons-nous les fidèles musulmans qui tuent, les fidèles chrétiens qui tuent? Nous nous adressons à des consciences. Et nos fidèles aussi obéissent à des leaders, qu'ils soient politiques ou des leaders sociaux. Conscients des intérêts ou des circonstances, ils peuvent laisser de côté leur foi et s'engager derrière d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que c'est nous, leaders religieux, qui les ont entraînés dans cette voie. Notre position est claire, la religion ne doit pas être instrumentalisée et nous ne voulons pas que les Centrafricains puissent s'entre-déchirer, nous ne voulons pas que les Centrafricains puissent aussi se diviser. Voilà pourquoi nous sommes restés unis depuis le 15 décembre 2012. Nous continuons à œuvrer ensemble pour dire qu'il est possible de bâtir une fraternité, une cohésion, de développer ce pays. Il est possible de se retrouver dans la différence. Nous avons tous ensemble parcouru beaucoup de villes de par le monde pour attirer l'attention des gens sur la situation déplorable et difficile que traverse notre pays, en l'occurrence les plus faibles. Je veux parler des femmes, je veux parler des enfants, beaucoup de femmes qui sont violées, beaucoup des enfants qui ne vont plus à l'école. Depuis 2013, il y a des régions. Je vais citer Basse-Coteau, Haute-Coteau. Beaucoup de ces régions-là, les enfants ne vont pas à l'école. Ou s'ils vont dans ce qu'on appelle école, c'est un centre de loisirs. Quel avenir préparons-nous pour ce pays avec toute une génération que j'appelle sacrifiée? Voilà des questions essentielles que nous nous posons. Parce que nous sommes pères spirituels, nous devons nous adresser à tout le monde, interpeller la conscience des gens, inviter les gens à rechercher ensemble
le bien communautaire et non seulement les intérêts partisans. Oui, notre pays regorge des richesses et ces richesses peuvent attirer des convoitises. Et nous voyons bien manifester les convoitises autour de ces richesses-là. Actuellement où je vous parle, où partent les diamants de l'or de ce pays? Puisque ces régions, les 3/4 sont occupées par des rebelles. Qui les achète? Qui les vend? Ce sont de véritables questions qu'on doit poser. Et si vraiment on veut aller à la racine, allons voir qui sort les diamants, qui les vend et qui les achète. Si on veut aussi arrêter à la source l'eau qui coule, c'est-à-dire le sang qui est versé à cause de ces diamants-là, à cause de cet or-là, l'avenir de ces enfants qui est sacrifié à cause de ces diamants. Donc il y a quand même, j'ai appelé ça business de la guerre qui se développe dans notre pays. On utilise maintenant le prétexte en parlant de la religion pour défendre une communauté, mais au fait, il y a des affaires qui se déroulent. On veut gagner les territoires pour conquérir beaucoup de richesses, pour avoir du pouvoir, se positionner et discuter. Tout cela, nous voulons que la communauté internationale soit aussi au courant pour aider à démêler les situations difficiles que traverse notre pays. En Centrafrique, nous aimons souvent parler à plusieurs voix. Je vais laisser la parole maintenant à mon frère pour s'adresser aussi à vous. Nous remercions le cardinal pour son intervention et je vais maintenant, donc, comme il vient de l'indiquer, passer la parole à son Excellence l'imam Oumar Kobiné Layama, président de la Conférence islamique de République centrafricaine et membre de la plateforme des confessions religieuses. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment aussi à l'experte indépendante qui s'occupe des droits de l'homme dans notre pays. Merci également à la communauté internationale qui nous appuie depuis que nous avons amorcé cette crise dans notre pays jusqu'à ce jour, et aussi les organisations internationales qui sont aussi à nos chevilles pour aider la population d'une manière humanitaire. Mais toutes ces actions ont vraiment des défis. Le cardinal a brossé la situation générale, la situation de notre pays, mais nous avons aussi des défis. Il y a des efforts qui sont déployés par les Centrafricains pour un retour à la paix, pour un retour à la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Et malheureusement, nos efforts demeurent toujours vains parce qu'il y a l'insécurité qui gagne le terrain. Et nous pensons également qu'en portant la voix de nos compatriotes, vous pouvez aussi porter encore plus haut notre voix pour que aussi, d'une part, les textes qui régissent la présence des forces olysiennes dans notre pays disent clairement qu'ils sont venus accompagner le gouvernement dans ses actions pour le retour de la paix en Centrafrique. Je pense qu'un gouvernement qui est sans armée, sans militaires, sans policiers, sans gendarmes, ne peut pas s'assumer. C'est impossible. Comment serait-il accompagné par cette communauté internationale vu la complexité du terrain? Cette complexité fait que les forces internationales ne connaissent pas le pays comme les forces nationales. D'où la nécessité d'aider ce gouvernement à retrouver sa force dans un plus bref délai, pour que vraiment il puisse donner aussi secours à cette force qui sont déployées dans notre pays pour nous aider à recoudre notre tissu social déchiré, mis en lambeaux par la crise. Ça, c'est vraiment un défi énorme auquel le pays s'est confronté. Et nous pensons également que, en nous adressant au cœur, comme disait le cardinal, nous ne pouvons qu'espérer à ce que ces deux forces s'unissent pour nous aider aussi à mettre aussi en difficulté ceux-là qui pensent que la crise doit être un profit pour eux, pour exploiter à suffisance les richesses du pays. Alors donc, voilà ce que je peux ajouter à ce que venait de dire le cardinal, parce qu'il a tout brossé d'une manière, tout ramassé au passage comme il a l'habitude de le faire. C'est ce défi-là auquel nous sommes confrontés que je voulais vous exposer, que vous puissiez nous aider vraiment à aller de l'avant si ce pays-là peut se retrouver encore dans le Conseil des Nations. C'est un pays qui tend à disparaître. Nos frontières sont poloreuses.
Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Donc il y a aussi un problème de transhumance aussi qui est posé dans le pays. Il y a tant de difficultés, il y a tant de défis auxquels le pays est confronté. Donc nous pensons que à de telles tribunes, nous devons exposer ces faits pour que vous puissiez clairement connaître les difficultés de la République centrafricaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éminence. Alors, je vais passer maintenant la parole au révérend François Ndekere, pasteur, représentant de l'Alliance évangélique centrafricaine. Éminence, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être très long parce que ce que nous vivons en République centrafricaine vient d'être développé et exposé par mes prédécesseurs. Le mobile même artificiellement conçu par des gens en quête des intérêts financiers et matériels et qui ont trouvé que la République centrafricaine pourrait être un terrain propice pour réaliser ce business criminel. Ils ont voulu utiliser les ressorts de la religion pour masquer leurs objectifs. Et inciter donc la population à tomber dans leur piège. Voilà que ce projet macabre n'a pu atteindre son but parce que la religion fondamentalement est du domaine de l'amour, de la paix, de la tolérance et du bien vivre ensemble. Et les leaders religieux que nous sommes, notre mission principale est orientée et concentrée sur l'homme, qui est noble créature de Dieu et qui reste toujours au cœur de sa préoccupation pour son salut. Et c'est face justement à ces manipulations que les responsables religieux qui ont vite compris le danger ont pris leurs responsabilités pour mener partout dans le monde un plaidoyer afin de faire comprendre les réalités de ce qui se déroule en République centrafricaine. Et tous les jours, ils s'impliquent sur le terrain, là où leur présence est nécessaire pour chercher, tant bien que mal, à sauver des vies au risque de perdre les leurs. Oui, nous religieux, en tant que tels, nous n'aurons d'utilité que lorsque, justement, face à de telles situations, nous ferons entendre notre voix, notre différence par rapport à ce qui se passe. Et c'est pour cela que nous restons attentifs à l'écoute et au soutien de tous les hommes épris de paix et de liberté pour accompagner et soutenir cette action. Notre action ne cherche pas à prendre la place des autres, notamment les politiques ont leur place et nous avons la nôtre. C'est une mission que nous avons reçue et accepté d'accomplir et nous voulons bien le faire.
Telle est l'approche qui est développée jusqu'à aujourd'hui et qui est saluée même par la communauté internationale. Oui, la crise centrafricaine a l'air de perdurer. Et il est hors de question aujourd'hui de négliger une quelconque issue permettant d'aboutir à la résolution rapide de cette crise. Et le rôle de la communauté internationale à cet effet est indispensable. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'État centrafricain aujourd'hui n'a pas ses moyens pour pouvoir réaliser ses objectifs. Et pour cela, la communauté internationale est invitée instamment à soutenir le gouvernement centrafricain pour le rétablissement de la sécurité. Parce que sans sécurité, comment les enfants pourront-ils être éduqués? Comment le développement peut-il être amorcé? La sécurité est fondamentale et la RCA traverse une crise sécuritaire très grave et très connue aujourd'hui quand on constate que les 3/4 du territoire centrafricain sont contrôlés par des gens qui n'ont d'écoute, qui n'ont de cœur que pour des intérêts matériels. Voilà pourquoi nous supplions cette communauté internationale qui a déjà beaucoup fait, et nous saluons justement tous ces efforts, qu'il reste encore beaucoup à faire. Et le jour où elle parviendra à aider la RCA à retrouver la sécurité sur son territoire pour permettre aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables au moins d'espérer en la vie, eh bien tout sera à son honneur. Voilà le message que nous voulons en ce jour délivrer ici devant vous à la suite de tout ce qui a été développé par mes collègues qui m'ont précédé, que nous avons besoin d'être aidés efficacement pour arrêter les velléités de ces va-t-en-guerre, de ces criminels qui aujourd'hui tuent tous les jours des Centrafricains et des Centrafricaines, mais que malheureusement l'écho n'est pas porté haut pour que le monde sache que quelque part dans le monde, il y a encore des hommes et des femmes qui sont lâchement abattus. Je vous remercie. Nous remercions le pasteur Ndekere pour son intervention et je passe maintenant la parole à son Excellence Monseigneur Ivan Jurković, observateur permanent du Saint-Siège. Merci. As we have heard from the testimonies today, over the last years, the Interfaith Peace Platform for the Central African Republic has worked tirelessly to restore the social fabric of their country by addressing the root causes and mistrust in remote villages. It is difficult to imagine the difficulties and the size of the task. My brief conversation with Cheikh Jimenez and the two members of delegations with him was really, how to say, corrected almost every aspect of my knowledge. The situation is much, much more difficult than we imagine, and I think that their visit to Geneva, as it was already in the past today, and will be certainly in the future, is a part to help us to understand the size from one side and also the importance of the mission they are promoting.
I would say in the world, unfortunately, also in the very high diplomatic environments, and also environments of established institutions, we have not that many good examples. Usually we are disappointed. We are disappointed for many reasons, especially normally we are disappointed because of the lack of efficacy. What we say, what we do is usually not enough to face the problem. So we have the situation that general audience becomes generically and generally critical and negative. This is not only in front of specific initiatives, but also in front of organizations. Even the biggest, the most important organizations of international life are often criticized and, how to say, categorized as incapable and not sufficiently great to face all the problems that are in front of them. We have today an example that is so bright and so nice, and I'm certainly very pleased as a representative of the Holy See and also certainly of the person of the Pope to have this possibility to meet them, to talk to them and see them, how they interact with you and how they see the future of their country as a common goal. How to say, they are suffering the same sufferance. They are living the same anxiety. They are almost using the same word where they are describing the situation they are facing. We are certainly very pleased, and I think this is not an overstatement, that the visit of Holy Father Francis, as you may know, he wanted to go immediately, almost at the beginning of his pontificate or his service as a pope, wanted to go and see what he can do. And I was reassured that his words, "May weapons be silenced and may the goodwill to dialogue prevail so as to give the country peace and development," are still today a main leading words or leading ideas that are inspiring everybody. What can do international community? The international community is called to give every necessary support for the democratic and inclusive development of those structures that will permit the growth of the country. And I'm pleased to notice, I think this is general, that our guests are qualifying this help, this attention from the international community as very positive, as constructive, as something that we have to be proud of it. I think this is why it is typically, for the religious organizations, not only for the church, but also for Muslim organizations, that if there is a goodwill, and goodwill can grow only on a spiritual, on a religious, or spiritual, or special human sensibility, then even small means in terms of material help can be extremely effective and efficient. I think you are showing, by appreciating what the international community did for you, you are showing also that you are taking very seriously your task. And this is, I think, one of those things that you brought us today to this event and to this audience in Geneva. From the side of the Holy See, I would like to underscore that Holy See appreciates this role of United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic, as well as the extension of its mandate by the United Nations, which is directed to restoring peace to the capital Bangui and to neutralizing, insofar as possible, the actions of armed groups which inflict sufferings on defenseless population. It is, I think, also
responsibility of the institutions, the Holy See, that we express this encouragement and this appreciation. Because, again, in the general audience, it's so difficult to be noticed and also to be sufficiently appreciated for all the generosity so many people are bringing, while risking also lives and certainly risking many of to say, they could probably have many better options in their life, but they show their generosity by accepting the missions that are certainly, by any standard, very demanding. We have to stay, as Your Eminence said, and also everybody else said today, behind a very simple, how to say, responsibility, honesty, which is basically spiritual, religious responsibility and honesty. That moral value, rightly synonymous with honesty, loyalty, graciousness, and honor, which characterizes men and women conscious of their rights and duties, will lead them to mutual respect. These are words that the Holy Father Francis addressed to the authorities of the diplomatic corps in 2015 when speaking about great responsibility for international organization. It means if we are behind what we say, what we do, wholeheartedly, not just complying with the rules, not just obeying international standards, but contributing with personal conviction and spiritual adherence, then we can hope that the future is going to be on our side, and the result will be positive in the near future. Everything what will be the future of such a complex situation, we don't know, and nobody can know. But what we know today, Your Eminence, is that we see in your person and in person of your delegation, people who are convinced, who are young, who have a lot of energy, and if we don't trust you, we cannot trust anybody. Thank you for your attention. Nous remercions le représentant permanent du Saint-Siège et je passe maintenant pour terminer ce tour de table la parole à son Excellence Madame Nassima Bagli, qui est observatrice permanente de l'Organisation de coopération islamique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Caritas International pour avoir organisé cette rencontre et d'y avoir associé le bureau de l'OCI à Genève. La situation en République centrafricaine est un sujet de préoccupation pour l'ensemble de la communauté internationale. Ce pays vit depuis de nombreuses années une crise politique qui, par sa durée, a fini par emporter tout le pays dans un tourbillon de violence qui n'a épargné personne. Les structures de l'État ont été fortement affaiblies dans un pays qui figure déjà parmi ceux les plus pauvres au monde. Une telle situation ne peut que rejaillir sur la population soumise à rude épreuve. L'absence de perspective conjuguée à la détérioration de ses conditions de vie ont donné lieu à un grand désarroi et le sentiment d'être livrée à elle-même. Dans un tel contexte, il était fort prévisible que les tensions de toute nature surgissent. En effet, la situation qui perdure en RCA a contribué à donner libre cours à des sentiments de haine et de rejet de celui qui est supposé être à l'origine des problèmes que connaît le pays. Un tel raccourci, dans certains esprits surchauffés, n'est pas propre à la RCA. On est là face à une situation qui aurait pu se produire dans n'importe quel pays qui ferait face au même soubresaut que connaît la RCA. Face à une telle situation, la communauté internationale se doit d'agir non seulement pour rétablir la paix, mais aussi pour tenter de calmer les tensions religieuses et intercommunautaires. Cet exercice est nécessaire si on veut créer les conditions à même de favoriser un retour à la paix et à la réconciliation nationale. Le rôle des communautés religieuses est en effet essentiel pour calmer les esprits et bien faire comprendre la nature des problèmes que connaît le pays,
qui ne sont absolument pas dus aux faits religieux. C'est ainsi que la plateforme interreligieuse est née. L'Organisation de la coopération islamique est partie prenante à ce processus visant à favoriser un dialogue interreligieux, fécond et porteur d'espoir. C'est dans ce cadre que s'est inscrit la tenue de la table ronde sur le dialogue interreligieux à Dakar du 9 au 11 décembre 2017. Cette rencontre a réuni des représentants de l'OCI, du Centre international du roi Abdullah bin Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel et le réseau international des religieux artisans de la paix, ainsi que les représentants du gouvernement centrafricain, de l'Union africaine, des Nations unies et bien d'autres. Une vingtaine de leaders religieux, aussi bien catholiques que protestants que musulmans, étaient présents à ces assises. Les discussions ont porté sur les diverses problématiques que connaît la RCA, qui entravent la mise en œuvre des accords de paix et de réconciliation dans ce pays. Parmi les problèmes identifiés figure le faible engagement des leaders religieux et communautaires et le rôle négatif joué par certains médias qui attisent les discours haineux. De même, il a été relevé le peu de formation dont disposent les forces armées et les agents administratifs locaux sur les questions liées au respect de la diversité religieuse et ethnique. Sur la base de ce constat, les différentes parties réunies à Dakar ont adopté un plan d'action qui fixe les principales étapes à suivre en vue de mettre en œuvre les accords de paix sur la RCA. L'OCI continuera à apporter son soutien à cette démarche. Il convient de rappeler que depuis le début de la crise en RCA, l'OCI a exprimé sa préoccupation quant aux violences ethniques et religieuses et a apporté sa contribution à l'instauration d'un dialogue constructif entre les différentes communautés. Lors de la dernière conférence de l'OCI, qui s'est tenue à Abidjan au mois de juillet 2017, une résolution a été adoptée condamnant les violences interreligieuses, d'où qu'elles viennent. Quant au respect lié aux droits de l'homme, suivi par le Conseil des droits de l'homme, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le travail de l'experte indépendante sur la RCA, Mme Marie-Thérèse Keita Bokoum, qui ne ménage aucun effort pour accomplir son mandat dans un contexte des plus complexes. Les rapports qu'elle fournit nous donnent un aperçu clair de la difficile situation qui prévaut en RCA, aussi bien sur le plan sécuritaire que celui des droits de l'homme. Au cours de sa récente visite officielle dans ce pays, Mme Keita Bokoum a une fois de plus clairement mentionné que le processus de paix en RCA devrait permettre un dialogue sincère entre toutes les parties concernées, y compris les leaders locaux et religieux. Elle a également relevé certains développements positifs qui ont trait à la restauration progressive de l'autorité de l'État, de même que la création d'une commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une meilleure organisation des services judiciaires. Il est certain que l'amélioration de la situation en RCA dépend de beaucoup de facteurs qui devront harmonieusement s'imbriquer pour favoriser une issue pacifique à la crise que connaît le pays. Les leaders religieux font partie de ce cercle vertueux qu'il nous faut soutenir. Pour cela, le plan d'action adopté par la table ronde de Dakar doit être conforté, en faisant notamment l'objet d'un suivi de sa mise en œuvre. L'OCI, pour sa part, croit à cette dynamique qui a été enclenchée et qu'il nous faudra soutenir tous ensemble. L'OCI soutient également le plan de Rabat et la déclaration de Beyrouth sur la foi pour les droits, qui ont été mentionnés par l'experte indépendante. Je terminerai mon intervention en citant encore une fois les propos de Mme Keita Bokoum, qui a déclaré que les attentes de tous les Centrafricains, sans distinction, convergent vers les secteurs prioritaires de la santé, l'éducation, la sécurité et les opportunités économiques. En effet, par-delà leurs différences ethniques et religieuses, les Centrafricains ont besoin de retrouver un pays stable, en paix, où ils pourront vivre et faire vivre leur famille de manière décente. La réconciliation nationale, que nous appelons de nos vœux, est tributaire de l'amélioration de la situation sécuritaire et économique du pays. Il est du devoir de la communauté internationale de les aider à atteindre cet objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Alors, avant de nous tourner vers la salle pour prendre des questions, j'aimerais quand même rappeler quelques chiffres qui sont
communiquées par les différentes agences humanitaires des Nations Unies concernant la Centrafrique. Plus de 2 500 000 personnes qui sont en situation de besoin d'assistance, plus de 693 693 000 pour ceux qui sont suisses ou belges, de déplacés internes et plus de 543 000 réfugiés dans les pays limitrophes. Comme les intervenants nous l'ont précisé durant leurs interventions, les priorités, selon les agences des Nations Unies, sont la protection des gens, l'accès humanitaire et la sécurité alimentaire. Ceci dit, donc je me tourne vers la salle. Je vous prie, pour ceux qui souhaitent poser des questions, de vous présenter et uniquement de poser des questions, pas de faire des déclarations, parce que les personnes ici sont là pour partager leur expérience avec nous. Nous avons une grande chance. Et si jamais vous avez une question qui s'adresse à quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à désigner la personne à laquelle s'adresse votre question. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Je disais que cette violence est importée parce que très jeune, on ne nous apprend pas la violence. Et il me semble, quand nous on allait à l'école, qu'on voyait les copains avec les couteaux, on disait non, il ne faut pas amener le couteau à l'école. Ce n'est pas le lieu. On refusait ces violences-là, où aussi l'instituteur était là pour apporter l'harmonie, rassembler les enfants. Et quand nous avons vu déferler de manière féroce une violence qui arrivait, nous, on a essayé d'interroger nos cultures, disons, mais nous, on n'est pas préparés chaque fois à aller par la force, prendre des choses, violer, détruire systématiquement. D'où nous viennent ces violences-là, où on entraîne comme dans un tsunami tous nos jeunes. Si vous regardez bien au cours de l'histoire des mercenaires, on n'a pas eu des groupes qui sont préparés en Centrafrique pour aller dans notre pays, pour être comme des mercenaires. Mais nous avons eu des mercenaires qui sont venus d'autres pays. Et dans je parlais de tsunami, on a vu beaucoup de nos jeunes qui les ont suivis. Et maintenant, c'est rendant les gènes. Et nous avons les enfants, les jeunes, qui ont trouvé comme mode opératoire pour manger, il faut prendre des armes et s'imposer. Alors que nous pensons que ce n'est pas l'éducation qu'on pouvait s'imposer pour pouvoir apporter des valeurs à l'humanité. Mais non, c'est par les biceps ou bien par les armes. Et tous ces gens que nous rencontrons, parfois, beaucoup n'ont pas suivi des grands parcours et ils sont limités au niveau des paroles et ils compensent autrement. Voilà pourquoi je me dis, ces violences sont importées et nous devons faire attention si nous ne voulons pas que nos jeunes soient entraînés tous dans cette voie-là. Donc nous devons les sauver et pour les sauver, créer des lieux de purification de mémoire, créer des lieux pour apprendre à s'aimer, créer des lieux où il y a la cohésion, se doit trouver les lieux d'éducation où l'être humain est respecté sans distinction de religion. Tous centrafricains et tous un être humain. C'est ça que nous devons apprendre, mais pas par la violence. La violence laisse des blessures internes et externes. Et on vient de nous démontrer ce qui se passe dans notre pays. Et nous pensons que si la communauté internationale, prenant conscience de la situation, nous aidait à ce qu'on regarde aussi autour de nous, qui sont ces gens qui arrivent avec des armes. Moi, je reviens du nord du pays, il y a un mois, vers Ndélé. Eh bien, il y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup d'armes entre les mains des gens qui ne sont pas supposés porter des armes. C'est un métier. Tout le monde n'est pas supposé porter des armes. Mais certains pensent qu'en prenant les armes, ils peuvent gagner leur vie. Et nous devons maintenant changer de paradigme.
en disant aux gens, on peut gagner sa vie autrement. Mais proposer des alternatives. J'enlève l'arme entre la main du jeune. Qu'est-ce que je lui propose? Puisque depuis quelques mois, des années, il vit avec. C'est devenu son gagne-pain. Voilà les vraies questions que je pose ici. Qu'est-ce que je lui propose? En enlevant l'arme. Si je ne lui propose pas une alternative, la tentation est grande de repartir à la case départ. Peut-être de manière pire encore. Parce c'est comme la drogue. Il y a eu accoutumance. Et on en demande encore. Et nous voulons briser. Pour nous sevrer, il va falloir mettre en place une thérapie. Je vous remercie. Une autre question? On devait protéger. On n'a pas le temps de s'en préoccuper. Même à 5 km, on les laisse mourir comme des bêtes. Et je crois qu'il est temps que nous puissions secouer la conscience des uns des autres, que même étant malade, on peut prolonger sa vie, non seulement pour s'occuper de soi, mais de ses enfants et de ceux qui sont autour de nous. Malheureusement, avec l'insécurité, beaucoup n'ont pas accès à des lieux d'écoute, à des lieux pour avoir leurs médicaments, et beaucoup meurent, faute d'être soignés. C'est des situations réelles. Nous avons fait le déplacement à Alindao avec l'imam, ensemble. À 15 km, il y avait les médicaments, mais on ne pouvait pas leur acheminer, parce qu'il y a des rebelles, les checkpoints. Si on se déplaçait, les humanitaires pourraient être arrêtés, on pouvait piller les médicaments. Et on vendait les médicaments à vide prix. Sans savoir, les gens qui vont consommer ne savent même pas si c'est des médicaments pour le sida, médicaments pour telle maladie. Problème d'ignorance dans les villages. Parce qu'on a vu les médicaments tomber dessus et on va les vendre comme... Alors, ça, c'est des situations réelles. Pourquoi je parle de armes entre les mains de ces gens-là. Et c'est dangereux pour tuer aussi ces gens-là. Donc, nous avons intérêt, plutôt, nous le faisons, là où nous sommes. Et vous voyez, avec la situation de notre pays, nous sommes aussi exposés parce que les gens, les fidèles que nous avons, leur première préoccupation, c'est la famine. Ils n'ont plus de champs, ils n'ont plus rien. Ventre affamé d'un point d'oreille. Alors donc, il y en a qui sont prêts à sacrifier leur corps ou à sacrifier leur fille et tout pour au moins avoir quelque chose à manger. On a vu ça dans les moments les plus difficiles parce qu'il n'a pas accès à son champ et tout. Alors donc, nous devons créer l'environnement serein, sécuritaire pour permettre à gens de vaquer librement à leurs occupations. Merci. Dans un pays civilisé, quand il y a un crime, une situation difficile, souvent, dans les classes, il y a des psychologues ou il y a des enseignants qui font parler les enfants pour vider leur sac et on met les mots derrière les réalités. Imaginez-vous, chez nous, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de gens pour accompagner ces enfants-là. Je parlais tout à l'heure de manipulation. L'enfant n'a pas assez de recul, il a assez d'expérience pour apprécier peut-être ce qu'il va faire. Mais vu le vide qui est créé, et ceux qui ont pris des armes, qui sont devenus les tout-puissants, et qu'on voit circuler partout, et tout d'un coup, on vous appelle un gamin de 15 ans, général ou colonel. Eh bien, il est tenté. Pour lui, c'est un jeu, mais c'est plus complexe, ce jeu-là. C'est mortel même, ce jeu-là, puisqu'il va donner la mort. Et nous savons bien que beaucoup sont drogués. Nous les avons vus se droguer. Et nous savons bien aussi que beaucoup sont manipulés. Et nous les avons vus aussi à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, un enfant, sa place est à l'école pour l'éducation. Pour apprendre à devenir un homme, une femme responsable et engagé dans la société. Mais qu'est-ce qu'on donne à ces enfants-là? C'est la violence qu'on est en train de leur donner. Ne nous étonnons pas demain qu'ils soient les premiers à appliquer cette violence autour d'eux. Voilà pourquoi nous pensons que nous, en tant que religieux, je le répète encore, nous nous adressons à des consciences. On n'a pas d'autres armes. Hein. Nous adressons à des consciences. Nous parlons au cœur des gens. Et les gens peuvent accepter ou ne pas accepter. Le leader de groupe armé, il viendra, il donnera 10 francs, 100 francs, 15, 100.
Ça se voit. Mais moi, je dis aux gens, à l'enfant d'aller à l'école. Plus tard, tu gagneras ta vie. Mais l'immédiateté actuelle, avec les choses difficiles, la tentation est grande pour beaucoup de céder et d'aller chercher, prendre cet argent-là, tuer ou faire du mal. Et on va dire brouiller l'avenir. J'ai parlé tout à l'heure de sacrifier l'avenir de cet enfant-là. Et donc, nous avons ce rôle-là de parler, mais nous savons aussi que notre rôle est limité. Nous avons besoin d'un contexte sécuritaire aussi pour parler. Nous aurons beau parler au temple, à la mosquée et aussi à l'église. Une fois que les enfants sortent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut que la vie continue. Et ça va continuer, pas tout le temps avec nous. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le relais. Voilà pourquoi tous, nous devons conjuguer nos efforts en inscription si nous pensons que cette problématique, elle est grave. Et je pense que c'est une grande bombe à retardement que nous préparons. Tous ces enfants qu'on exclut de l'alphabétisme, demain, que seront-ils? C'est les futurs rebelles, les profs faciles. Et on va répéter encore les mêmes choses. Merci beaucoup. Le rôle de la plateforme d'abord dans ces zones plus difficiles à atteindre. Nous avons des représentants de nos confessions religieuses qui sont organisés. La plateforme n'est pas seulement à Bangui, mais elle est aussi décentralisée sur l'ensemble du territoire. C'est vrai, en ce moment, il y a certaines préfectures que nous n'avons pas encore installées officiellement nos sections. Mais il y a d'autres préfectures qui sont déjà opérationnelles d'une manière officielle. Et nous avons dans nos agendas aussi des déplacements dans ces régions. Peut-être à notre retour d'ici, on sera dans le sud-est pour repartir plus tard dans le nord. Donc nous sommes toujours sur le terrain pour évaluer aussi la situation et porter haut aussi les besoins de ces vulnérables populations qui souffrent dans ces régions, dans tous les domaines. Donc c'est le travail que nous faisons sur le terrain et qu'à l'extérieur aussi, comme on le fait en ce moment, on nous expose ce que nous avons vécu sur le terrain et ce que nous vivons au quotidien. Aussi l'avenir du pays. Nous avons aussi une projection par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc sur ça, peut-être avec vos présences à nos côtés, le secours la Caritas centrafricaine est aussi présente sur le terrain avec bien d'autres organisations que je ne peux pas tous citer ici. Qui nous accompagnent sur le plan humanitaire. C'est pourquoi j'avais peut-être un devoir pour les remercier au début de mon intervention. Nous allons continuer, nous espérons que vous serez toujours à nos côtés pour mener ensemble ce combat. Merci beaucoup. Pasteur, souhaiteriez... Non Business de la guerre. Nous avons besoin de faire des affaires pour avoir de l'argent. Il y a certains qui prennent des armes en créant la guerre, le conflit autour. Et quand il y a le conflit, ils peuvent maintenant extraire les diamants, de l'or. Moi, je vis de mes yeux. Et ils partent vendre. C'est à cause de cette guerre-là qu'ils sont en train de ramasser de l'argent. L'argent du sang, parfois, comme le diamant du sang, l'or du sang, comme on l'appelle souvent. Donc, autour de ça, il y a des affaires qui se font. Certes, on parle, il y a les chrétiens qui s'affrontent avec les musulmans, mais on sait bien qu'il y a les diamants qui sortent. Ces diamants-là n'ont pas de coloration religieuse. Mais pourtant, les affaires se passent au vu au su parfois de tout le monde. Ce n'est pas l'État qui bénéficie. Nous avons des chefs de guerre. Je prends Kakabandoro. Quand un bœuf descend sur Bangui, eh bien on prélève les impôts. Ça ne va pas dans la caisse de l'État, dans la poche des chefs de guerre. Et ces gens, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas intérêt que la guerre s'arrête. Parce que leurs affaires pourront s'arrêter aussi. Il faut faire perdurer. Donc à chaque fois qu'on a l'impression qu'on touche le bout, on veut changer, un autre problème surgit et ça continue. Mais ça continue toujours. C'est comme les acteurs pour le film. Silence, ça tourne.
ça tourne encore. Hein, dans ces moments souvent difficiles, et nous ne pouvons pas fermer les yeux ni la bouche, nous devons le dire. C'est les situations réelles dans notre pays. La morale ne s'y est pas. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin. De toute façon, bon, je me doute. La première recommandation que je voudrais faire ici, c'est que toutes les initiatives pour la résolution de la crise centrafricaine n'ignorent pas non plus les réalités socio-culturelles de ce pays et impliquer cette population et qui exprime ses besoins déjà fortement exprimés dans le cadre du Forum de Bangui. Et que le peuple centrafricain est en attente de justice pour tous les bourreaux actuels. Il faut que justice soit rendue et qu'il n'y ait pas question d'amnistie et que l'impunité cesse. Et le plus urgent actuel, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que la sécurité revienne. Parce que sans la sécurité, il est impossible de bâtir quoi que ce soit. Voilà les points sur lesquels je voudrais m'appesantir. Merci. Merci beaucoup au révérend. Je me tourne maintenant vers l'imam. La recommandation que j'ai à formuler, c'est juste pour accélérer la réforme du secteur de sécurité pour permettre au gouvernement vraiment d'assurer ses responsabilités régaliennes. Merci beaucoup, Éminence. Et le dernier mot? Le dernier mot concerne les enfants. Ils sont le présent et l'avenir d'un pays. Si en interne et en externe, on peut mutualiser nos efforts pour éduquer ces enfants et donner une autre image de la République centrafricaine. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Madame l'ambassadeur, Madame l'exporte indépendante, ses éminences. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session et merci à Mesdames et Messieurs d'être venus.